Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je veux sortir depuis un moment. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur Mihawk et le retour de Rox d'Ischebek, je vous invite à aller les voir. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpost pour ne rien rater. Vous êtes plus de 55% à regarder les vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. Abonnez-vous pour qu'on commence l'année 2022 ensemble. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite une bonne année 2022 les voyageurs. J'espère qu'on fera un beau chemin encore tous ensemble. Après avoir traité du personnage Mihawk et son lien avec Im, aujourd'hui on se concentrera sur le personnage de Im, son lien avec la famille Nefertari et les futures grandes batailles entre les révolutionnaires et le gouvernement. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas d'activer ton acquis du liking et la cloche d'or de Chandra pour ne rien rater. Sur ce, commençons la vidéo. C'est au chapitre 908 que nous a été introduit Im-sama, celui qui siège sur le trône vacant, le roi du monde, la reine du monde. Dans cette vidéo, on parlera de Im-sama au masculin, même si j'ai toujours espoir qu'elle soit une femme. Im-sama est à la tête du gouvernement mondial, encore au-dessus du Golosei et est celui qui décide qui vit et qui meurt, comme nous le fait comprendre le Golosei en lui demandant quelle lumière du monde il veut effacer cette fois-ci. Il est connu de personne hormis les 5 doyens qui obéissent à la totalité de ses ordres. Selon une théorie que quelqu'un a partagée sur le Reddit anglophone et que j'ai modifiée, Im serait inspiré de Amun-Ra, divinité égyptienne. Les points communs entre Amun-Ra et Im sont nombreux et pour les démontrer, parlons donc de ce dieu égyptien. Le mot Amun signifie divinité cachée inconnue. Amun porte une grande couronne et siège sur un trône. Il est décrit comme le dieu qui s'est rebellé et a vaincu Montu, le précédent souverain de Thèbes qui décidait des règles afin de le devenir à son tour. Il est la représentation de 2 idéologies, la puissance invisible toujours présente et la lumière rayonnante de la force divine qui maintient la vie, et on le réfère aussi au roi suprême des dieux. Absolument tout colle avec Im. Personne ne connaît son existence hormis le Golosei. Il porte une grande couronne et siège sur le trône vacant. Il est sous-entendu qu'il est celui qui s'est rebellé contre l'ancien royaume et Joy Boy, d'où la présence de chambres froides et d'un grand chapeau de paille. Im incarne aussi parfaitement les 2 idéologies que représente Amun-Ra. Il détient la plus grande puissance, celle de décider quelle vie doit être enlevée ou gardée, et il maintient donc un équilibre parfait. Il est également le roi des dieux puisqu'il siège au-dessus des dragons célestes qui sont considérés comme des dieux dans One Piece. Il faut savoir que le physique et le véritable prénom de Amun sont tous 2 inconnus. Amun n'était qu'une appellation. Il est inconnu car il représente la sainteté absolue et il était associé avec l'air comme une force invisible car ça facilite sa croissance au stade de divinité suprême. On peut donc supposer que Im est inconnu puisqu'il est un saint absolu, raison pour laquelle il décide qui doit mourir et on se dit qu'il a dû atteindre le stade de divinité grâce à la capacité d'un fruit du démon ou une autre puissance qui nous est encore inconnue et que son vrai prénom nous sera dévoilé que plus tard dans le manga. L'inspiration de la relation entre Im-sama et Nefertari Vivi. Amun-Ra était le père et le protecteur du pharaon et il était l'objet d'une secte. La femme royale avait une relation compliquée avec la secte de Amun. La reine Nefertari a reçu le titre de la femme du dieu Amun. Im est le protecteur des nobles, la secte étant le gouvernement mondial. La famille Nefertari a décidé de quitter l'ordre des 18 familles nobles qui forment le gouvernement mondial. Comme dans l'histoire de Amun, il s'agit de la reine qui avait une relation compliquée avec sa secte. On peut donc se dire que la mère de Vivi ne s'entendait pas bien avec le gouvernement mondial et Im. Celle-ci connaissait l'identité de Im comme dans l'histoire de Amun et a été tuée après un certain événement. La question que l'on peut se poser est comment la mère de Vivi connaissait Im et pourquoi a-t-elle été assassinée? Eh bien si Im est bien inspiré de Amun, il aurait voulu faire d'elle sa femme comme Amun l'a fait avec la reine Nefertari. Celle-ci aurait accepté dans un premier temps avant de ne plus vouloir faire partie du gouvernement mondial, ne s'entendant pas bien avec et a donc mis un terme à sa relation avec Im. Ainsi donc, la famille Nefertari quitte l'instance des familles nobles et le gouvernement mondial Marie-Joaz. Suite à cela, Im tua la mère de Vivi car celle-ci connaissait son identité. Si l'on suit cette théorie, il est fort probable que la lumière du monde que Im a choisi d'éteindre soit Vivi, raison pour laquelle il tenait sa photo en main, déchirant celle de Teach et Luffy et poignardant celle de Shirahoshi. Oda a fait ça pour bien nous faire comprendre quelle était la priorité de Im. Cependant, même si Im a décidé que Vivi devait mourir,
Ça ne s'est pas forcément passé. Vivi est bien trop importante narrativement que pour mourir. Je pense plutôt qu'elle a été sauvée par les révolutionnaires et que celui qui serait mort dans tout ça est Cobra. Il sait bien trop de choses pour que le gouvernement le laisse en vie. Après tout, les Nefertari se sont séparés des 18 familles, donc ils n'ont aucune raison de le laisser en vie. Ça me fait peur quand on sait que Cobra avait dit quelque chose à Robin, mais qu'il n'avait pas fini sa phrase. Il faut ajouter que lorsque Garp raccompagne les hommes poissons après la rêverie, leur servant de garde du corps, il parle d'un événement qui se serait passé à Alabasta et la réaction de Shirahoshi n'est pas anodine puisqu'elle pense directement à Vivi. Oda prépare petit à petit une future confrontation entre Dragon et Im, si les révolutionnaires présents à Maréjoise ont bien protégé Vivi d'une tentative d'assassinat. Un affront parfaitement logique puisque Dragon est l'ennemi numéro 1 du gouvernement. Il veut les faire tomber et s'en prend directement à eux, contrairement aux pirates qui ne cherchent que la liberté et le pouvoir. Les pirates ne s'en prennent jamais au gouvernement mondial de leur libre arbitre. Ce n'est donc pas à Luffy qu'on pense pour un affrontement contre le boss du gouvernement, mais à son père. Même si Luffy pourra l'aider, il serait alors un combattant et alors probablement l'être le plus puissant qui ait jamais existé. Les commandants de l'armée révolutionnaire affronteront quant à eux le CP0, ce qui serait logique puisqu'une opposition entre Sabo et Lucci avait été mise en place dans le film God, qui est supervisé par Oda. On a aussi appris grâce à Robin que les membres masqués du CP0 étaient d'un tout autre niveau. Ils ne sont donc pas à sous-estimer, sachant que 2 d'entre eux affrontent Drake et Appo, des membres de la nouvelle génération, et que leur victoire ne fait aucun doute. Il serait bête de les hyper et les mettre en avant pour qu'ils perdent contre 2 personnages secondaires qui sont déjà blessés. Sabo peut néanmoins toujours affronter Akainu, mais visiblement il ne souhaite pas se venger et la marine ne sera plus sous les ordres du gouvernement mondial. Elle prendra son indépendance. Akainu déteste le Gorosei et ne veut pas leur obéir. La marine a déjà créé une unité secrète, le Sword, unité dont Akainu est peut-être au courant. On peut le comprendre au chapitre 957. Et sur une page cover, Akainu a une épée tatouée sur son épaule. Il est donc probable qu'il soit au courant de cette institution sans en être le chef, jouant double jeu, même si j'aime l'idée que Garp en soit le réel instigateur. Luffy a vu Ace mourir des mains de Akainu devant ses yeux. Il a beaucoup plus de raisons d'être celui qui doit se venger. Aussi, Akainu est le seul qui a réellement vaincu Luffy, car il a mis en doute sa capacité à devenir le roi des pirates. Il a brisé son rêve un bref instant, et Oda a dit dans un SBS combat un pirate quand on lui brise son rêve. Il lui a causé un véritable traumatisme. Rien qu'à l'entente de son nom, Luffy touche sa cicatrice en suant, comme on le voit à l'île des hommes poissons. Mais Luffy a encore tellement d'autres ennemis à affronter qu'il va peut-être laisser Akainu à Sabo. Après, tout dépend de ce que Oda fera car l'ennemi fidèle de Luffy restera Teach et non Akainu. Donc un affrontement contre celui-ci peut ne jamais voir le jour et Sabo pourra potentiellement éveiller son fruit du feu pour surpasser la chaleur du magma. Les batailles finales sont énormes et on assistera à l'aube d'une nouvelle ère avec Dragon qui fera tomber le gouvernement mondial et avec une nouvelle marine juste et indépendante sous les ordres d'un Fujitora ou d'un Smoker. Je ne rentrerai pas dans les détails pour les futures batailles, n'étant pas le sujet de cette vidéo. Ça pourra par contre faire office d'une future vidéo si vous le voulez. Du coup, j'attends vos retours, comme d'habitude je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas d'activer ton acquis du liking, du partage et de l'abonnement. Et bien évidemment, active la cloche d'or de Chandra, la voix de toute chose vous servira alors de notification. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!